Hi, good afternoon, everyone. I'm Matt Reed. I'm the Bonjour CEO à of the tous, Aga je Khan suis Foundation Matt Reed, je suis UK directeur and Global général Director of de la Partnerships. Fondation It's my Aga Khan pleasure to au welcome you here this Royaume-Uni afternoon. This is et an de ces intrepid group. partenariats. C'est un We've plaisir de vous almost made it through accueillir. to the end Vous of êtes the Paris un Forum groupe 2025, d'irréductibles puisque but vous we have an avez tenu exciting jusqu'au bout panel du for Forum de you that Paris we've sur la paix advanced 2025, tonight mais nous vous proposons en called contrepartie un Empowering super Youth panel to pour vous Lead donner Peace de Building l'énergie. Social Donner Change aux and jeunes les Cohesion. moyens de consolider la And paix, le so changement I want to social introduce et our la cohésion. panelists and jump Je vais straight into présenter what we're nos doing. So we've orateurs. got Mohammed Nous Adam with the avons Youth and Environment Mohamed Society Adam, for Sudan. qui vient de Youth and Dagoud David Environment Justin Society au Ngamunde Soudan. Nous from avons the Dagoud David Whitaker Justin Peace and Ngamunde, Development Institute qui vient in du Whitaker Southeast. Peace and Development We have Institute. Dr. Nous Angie Yoder avons Maina la with the Green docteure String Angie Network Yoder in Maina Kenya. de And you Green two String here on my Network au immediate right Kenya. are Vous, finalists this year. vous deux à And ma droite Angie's êtes organization finalistes is cette long année since et finalist in l'organisation the past. She d'Engie n'est is plus à Scale Up présenter. Elle a Network été finaliste, elle a fait partie du Scale Up really happy Network, etc., etc. Donc nous avons best of the best, I guess I would avec say. nous la crème de la crème, si vous me passez l'expression. Of what the Mais je dirais également que nous avons ici un exemple de ce que le Forum de Paris sur la paix peut faire de concret dans le monde. L'idée de départ de cette session, vous l'aurez entendu d'ailleurs dans les panels précédents, j'en suis sûre, c'est que nous vivons dans un monde où les conflits augmentent, où il semble qu'une partie du système multilatéral soit en train de s'effondrer ou ne soit pas suffisamment efficace. On voit que les plaques tectoniques de la géopolitique sont en train de bouger et qu'il y a beaucoup de pessimisme à l'œuvre dans le monde. Est-ce que ça vous semble fidèle à la réalité ? Pour autant, il est important, et vous l'aurez entendu dans beaucoup de panels, que ce soit ici ou à l'Assemblée générale de l'ONU, tout ça pour dire que dans ce panel, ce qui est important ici au Forum sur la paix, c'est qu'il existe toujours du monde qui travaille sur le terrain et qui font une différence. Donc ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est une présentation de ce qu'ils font dans leur contexte bien particulier, ce qui fonctionne et pourquoi il faut qu'il y ait du monde impliqué. Ahmed, si je peux commencer avec vous, et je vous donnerai tous la parole, est-ce que vous pouvez nous résumer la situation au Soudan et ce que fait votre organisation, ce qu'elle fait, ce qui fonctionne? Ça nous permettra de démarrer la discussion. Merci. Je veux prendre les premiers instants que nous avons ensemble pour vous demander de vous lever en signe de solidarité avec le Soudan et en particulier le nord de l'État du Darfour, où plus de 20 000 personnes ont été supprimées, tuées au cours de la dernière semaine. Plus de 20 millions de personnes sont déplacées, que ce soit dans le pays ou dans d'autres pays. Ces personnes souffrent, que ce soit sur le territoire du Soudan ou en dehors, les femmes, les communautés autochtones et la jeunesse. Une minute de silence en signe de solidarité avec le Soudan. Thank you so much. Un grand merci. Tout le monde peut se rasseoir. Merci Matt pour cette présentation. Notre organisation, la Youth and Environment Society, nous travaillons au Soudan en faveur des personnes qui souffrent des conflits à différents niveaux, mais notre projet concrètement s'appelle Local Adaptation for Youth and Peace. Il s'agit d'un réseau mondial qui opère dans plusieurs pays, les pays qui sont les plus touchés par le changement climatique, les conflits actifs ou l'instabilité. Nous travaillons au Soudan, au Tchad, au Sénégal, au Sud-Soudan, mais aussi avec des pays dans d'autres régions, la Palestine, la Syrie, le Liban et des pays en Asie comme l'Afghanistan, le Bangladesh.
Nous travaillons aussi en Amérique latine avec la Colombie, par exemple. Cette situation dans tous ces pays a des points communs, celui d'un conflit actif qui raréfie les ressources disponibles pour les habitants, ce qui cause une aggravation des conséquences du changement climatique et aussi à une raréfaction des ressources. Il y a des tensions pour l'utilisation des ressources qui sont déjà rares dans ces pays, ce qui crée de la tension sociale, de la fragmentation dans la cohésion sociale. Nous voyons qu'il y a des tensions et des conflits actifs. Ces situations prennent plusieurs formes, ont plusieurs conséquences. Le premier conflit qui a été déclaré et lié au climat était au Darfour en 2004, mais a abouti à ce conflit que nous connaissons aujourd'hui. Le problème est lié à l'utilisation des ressources et à l'arrivée de l'irrigation des terres des fermiers. Les groupes qui sont impliqués ont différentes affiliations et sont soutenus par différents acteurs, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Voilà pour la situation au Soudan, mais c'est souvent assez similaire dans la plupart des pays avec lesquels nous travaillons sur ce projet. Parfait, merci. J'aimerais rebondir par une question, mais je pense que si je commence, nous ne laisserons pas la parole aux autres. Mais je pense que vous avez très bien mis en relief, c'est à quel point ces défis sont urgents, même s'ils sont liés à des tendances de très long terme. Et je pense que c'est un élément dont nous parlerons avec les autres panélistes. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler Dagou, pardon, est-ce que vous pouvez nous en parler à votre tour? D'abord, je souhaite remercier chacun ici pour sa présence. Pour commencer, je suis reconnaissant au nom de la Whitaker Peace and Development Initiative d'être ici au Forum de Paris sur la paix pour parler du travail que nous faisons au Sud-Soudan. Et nous travaillons sur un mécanisme qui passe par un réseau pour la paix. Nous sommes une ONG qui a été fondée par M. Forrest Whitaker, qui a eu l'idée de fonder cette organisation pour apporter son soutien aux jeunes et leur permettre de s'autonomiser et leur apporter des en particulier dans les zones de conflit pour leur permettre d'être des vecteurs de changement et de transformation au sein de leur communauté. Comme Adam le disait, nous évoluons dans une situation très compliquée. Nous venons d'une région où les tensions géopolitiques sont monnaie courante, beaucoup de conflits, beaucoup de problématiques. Dans le cas du Sud-Soudan, nous sommes entourés, en dehors des difficultés du conflit que connaît le pays depuis si longtemps, nous sommes donc entourés par des pays qui sont aujourd'hui en proie à des conflits actifs. Le Soudan au nord et au sud, nous avons la RDC. Lorsque l'on prend en compte le Sud-Soudan, il faut voir comment l'économie fonctionne, comment les personnes peuvent vivre. Mais en raison de ces conflits, tout cela est coupé parce que les oléoducs sont coupés, les personnes sont déplacées, etc. Cela n'a fait que renforcer les défis auxquels nous faisons face. Par ailleurs, 2 ans après l'indépendance, le Sud-Soudan a connu une guerre civile au cours de laquelle son indépendance a été proclamée en 2013 et une nouvelle guerre a éclaté en 2016 et ces conflits successifs sont d'une très grande ampleur. Ici, on parle de PDI, des réfugiés dans les pays voisins. Il y en a 2,4 millions. Et lorsque l'on prend en compte ce contexte très compliqué, c'est là que notre travail intervient.
Les jeunes sont perdus, ils ont perdu l'espoir et c'est pourquoi le WPDI, le programme du WPDI agit. L'idée est de trouver de l'innovation, de remettre de l'espoir malgré la situation dans laquelle se trouve le pays et de formuler des récits qui résument leur situation, mais aussi de les former pour qu'ils soient des partenaires qui puissent agir au sein de leur communauté en faveur de la paix. Voilà quel est notre rôle principal. Voilà comment nous agissons au Sud-Soudan. Très intéressant. Nous y reviendrons un peu plus en détail, mais d'abord, Angie, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail? En écoutant Dagou et Mohamed, je comprends que ce que leur travail fait, c'est de travailler à guérir la société. C'est important. Et nous avons travaillé au Sud-Soudan, en Somalie, nous avons travaillé avec des Soudanais qui ont bénéficié de cela et nous travaillons aussi au Kenya où nous travaillons particulièrement avec la jeunesse. Nous parlons beaucoup de construction de la paix centrée sur la guérison et cela est lié à la santé mentale. Le sujet de la santé mentale gagne en visibilité, pas seulement dans les zones de conflit, mais partout en France, au Royaume-Uni. C'est un sujet de plus en plus important. Ma collègue Marie, il y a quelques semaines, qui travaille au Kenya, notamment pour aider ceux qui veulent se suicider. Elle reçoit un appel, personne ne peut aider là-bas au Kenya, la police, les hôpitaux, comment fait-on? Ils n'ont pas survécu. Aujourd'hui, nous laissons les jeunes face à eux-mêmes en temps de crise et au Soudan, au Sud-Soudan, au Kenya, en France, c'est le cas partout. C'est ce sur quoi nous nous efforçons de travailler pour que la santé mentale soit perçue comme un contexte qui nous entoure, nous concerne tous. Il faut essayer de comprendre ce que représente la douleur des jeunes qui vivent au Darfour. C'est extrêmement difficile de comprendre que tout ce qu'ils souhaitent, c'est de vivre leur vie dans un contexte aussi compliqué. Donc notre travail ne consiste pas à créer des services de meilleure qualité. Il faut qu'il y ait plus de lits, plus de places d'hôpital, plus de psychiatres, plus de spécialistes de santé. C'est une évidence pour la santé mentale, mais dans les contextes que nous connaissons, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Donc la question est simple, comment évitons-nous de laisser les jeunes face à eux-mêmes en temps de crise? On se tourne en général vers ses voisins, les familles, les amis, ceux qui se trouvent immédiatement à notre portée. Au cours des 10 dernières années où nous avons travaillé sur ce programme en Afrique, nous sommes arrivés en 2018 au Forum de Paris sur la paix, plein d'espoir. À Mombasa, quand il y a une crise, ils font appel aux gardiens qui patrouillent dans la rue pour que ces personnes ne restent pas seules et qu'elles soient sauvées. Voilà comment on peut passer à l'échelle en termes de santé mentale. Ça fonctionne en Afrique de l'Est, ça pourrait fonctionner partout. Comment pouvons-nous poser la question de savoir comment on ne laisse pas de côté ceux qui sont en détresse, parce que le monde aujourd'hui est responsable de beaucoup de détresse. Mohamed, je voudrais me tourner vers vous à nouveau parce qu'Angie vient de parler de la façon dont il fallait gérer les besoins des jeunes dont les besoins étaient les plus pressants, mais vous avez également parlé d'une approche active dans le traitement des causes profondes du conflit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous y prenez, à quel point vous arrivez à les impliquer et où vous avez besoin d'eux? Merci. Je pense que les jeunes eux-mêmes, et plus particulièrement ceux vivant dans des zones de conflit ouverts, qui connaissent la réalité du conflit, portent le poids de tout cela. Ils sont victimes de conflits, mais également responsables de la reconstruction de leur pays, de leur vie, mais aussi d'être actifs.
J'ai eu une conversation ce matin où nous avons parlé d'une façon d'agir concrètement. Mais comment pouvez-vous faire cela alors que vous êtes exposé à tant de douleurs et de souffrances? Il y a quelques années, depuis quelques années, nous travaillons avec des jeunes au Sud-Soudan, avec le réseau ELAB, et la plupart du temps, nous jetons les bases de ce travail en écoutant les jeunes, en leur donnant les informations dont ils ont besoin pour pouvoir agir. Nous avons mené une étude à échelle mondiale pour leur demander de décrire le contexte dans lequel ils vivent, leurs besoins, les défis qu'ils rencontrent. Et au Soudan, nous avons fait cette enquête en 2023. Avec le lancement de cette enquête, nous avons eu environ 25 000 participants et le résultat de cette enquête, vous allez le voir, est assez frappant. Les jeunes répondent que la ressource dont ils ont besoin, c'est l'éducation. Et ensuite, ils veulent que la guerre s'arrête. Ensuite, ils ont besoin de nourriture et de protection pour les enfants. Mais ce qui est dit à toutes ces organisations qui, lorsqu'elles interviennent dans les pays, répondent aux besoins de leurs donateurs et de ceux qui leur donnent leur mandat. Et ça doit changer. Cela doit se baser sur les besoins de ces jeunes. C'est eux qui sont au milieu de cette situation, qui sont pris dans cette situation. Ils devraient pouvoir décider de quoi ils ont besoin pour se sortir de ces situations compliquées. Par ailleurs, nous avons mené une autre enquête dans 20 pays sur les 27 que nous avons au sein de notre réseau. Et la plupart du temps, lorsque nous parlons des difficultés, des défis, ils évoquent la façon d'être représentés alors qu'ils n'ont pas accès au visa, lorsqu'ils n'ont pas les fonds suffisants pour venir au forum et s'exprimer sur les sujets qui les concernent, le travail qu'ils mènent sur le terrain. Angie l'a dit, le traitement des traumatismes, la santé mentale qui est toujours vue comme un privilège aujourd'hui. Il faut que des programmes soient conçus pour prendre soin de leur santé mentale. Ce sont des personnes qui sont en difficulté depuis tant d'années. On sait que des générations entières souffrent de chocs post-traumatiques. Les personnes qui ont connu des conflits et qui ont connu ces traumatismes ont des risques accrus d'être violents à leur tour, impliqués dans les violents et dans la violence, et cela a été prouvé dans les nombreux pays dans lesquels nous avons fait cette étude. Donc il faut écouter ces personnes qui sont sur le terrain, qui font de la recherche pour connaître leurs besoins véritables et ensuite créer des programmes avec des cercles concentriques au sein desquels ils peuvent échanger. Nous pouvons avoir une conversation. Très bel exemple de l'année dernière. Nous avons des groupes au Liban et en Syrie qui ont échangé avec un groupe de jeunes du Soudan et nous avons représenté ce groupe auprès du groupe de coordination humanitaire au Soudan et il disait que lorsque le conflit se calmait, quand un semblant de stabilité est retrouvé, certains jeunes ont été recrutés dans des groupes armés parce que le conflit s'est arrêté, plus ou moins, mais ils essayent de survivre, mais il n'y a plus d'emploi, plus de revenus, donc ils sont recrutés par ces groupes. C'est une façon pour eux de gagner de l'argent. La plupart des ONG essayent de fournir de l'aide humanitaire, mais ce n'est pas cela qui intéresse ces jeunes. Ils veulent que leur vie puisse se dérouler, qu'ils veulent pouvoir travailler et assurer un revenu. Donc, ce que nous avons fait avec l'équipe de l'OCHA et le comité, c'est que nous avons des personnes présentes sur le terrain, notamment dans le nord et l'est du pays. Nous savons qu'il y a des jeunes qui sont recrutés pour quelques poignées de dollars pour être sur les lignes de front dans les groupes armés. Ça représente près de la moitié de la population au Soudan. C'est le cas de la population du Soudan composée à 40% de jeunes.
Ils y voient une opportunité et ils la saisissent. C'est tout ce dont il s'agit pour eux. Donc nous avons demandé à ces organisations, plutôt que de concevoir un programme humanitaire en silo, mais c'est d'inclure des fonds pour les programmes centrés sur la sécurité et les secours alimentaires pour aider ces personnes qui sont au sein du programme, la gestion des déchets, des questions comme cela, la reconstruction des zones qui ont été détruites par la guerre. Ce sont des activités qui représentent un travail pour lequel ils sont payés. 2 mois après la mise en place de ce programme, nous sommes passés à 200 personnes qui sont impliquées dans ce programme. C'est ce sur quoi il faut nous focaliser, les jeunes dans des zones touchées par le changement climatique et par les conflits. Merci. Et je souhaite rebondir sur quelques éléments que vous avez donnés et qui a sans doute à voir avec ce que disait NG. C'est que d'abord, il faut écouter. Ce n'est pas si novateur d'aller demander aux jeunes ce dont ils ont besoin, mais vous seriez surpris de voir à quel point cela n'est pas le cas dans le secteur humanitaire et les programmes sont conçus sans le faire. En tout cas, c'est mon expérience lorsque nous sommes confrontés à la bureaucratie humanitaire, si vous me passez l'expression, avec toutes les strates et les démarches dont il faut s'acquitter. Donc d'abord, il faut écouter et ensuite, il y a ensuite la capacité d'agir qui vient de l'écoute dont vous bénéficiez. Mais deuxième élément que vous avez souligné, qui est très important à mon sens, c'est ce désir d'une éducation et d'opportunités, d'accès à des opportunités pour construire leur avenir. Nous y reviendrons peut-être dans quelques instants parce que cela pourrait être intéressant de nous centrer là-dessus, la réflexion au-delà du conflit et la façon de construire après le conflit. Et c'est exactement ce que vous faites, Dagu, de donner du contrôle, de la maîtrise à ces jeunes après le conflit. Ce que vous faites, racontez-nous ce qu'ils font aussi, ce que vous pouvez faire grâce au programme et les capacités que vous leur permettez d'acquérir. Un grand merci. La beauté de ce mécanisme, c'est que nous travaillons en donnant du contexte et en concevant nos interventions sur la base de ceux que nous aidons. Notre programme est donc unique parce qu'il correspond aux besoins des communautés que nous aidons en intervenant. C'est ici une question d'autonomisation des jeunes et des communautés. Le Sud-Soudan a connu une guerre civile terrible avant d'accéder à l'indépendance, ce qui signifie que des générations de jeunes qui se sont suivis n'ont pas reçu d'éducation en bonne et due forme. C'est un défi immense pour le pays que de mettre ces jeunes sur le marché du travail pour qu'ils soient productifs et construire leur vie. Et c'est à cela que sert notre programme. Nous essayons de combler ces vides en essayant de former les jeunes et qu'ils soient prêts à rejoindre le marché du travail, mais aussi pour leur permettre d'être activement engagés en faveur de leur communauté pour qu'ils puissent nous donner une cartographie de ce que sont les problèmes auxquels ils sont confrontés et qu'ils puissent y remédier avec notre aide. Notre programme a été conçu pour plusieurs objectifs. D'abord, il y a le travail pour la paix. Nous formons les jeunes, en particulier des dirigeants des communautés, dans les zones de conflit. Nous travaillons en faveur de l'éducation, nous les formons à la gestion du conflit. Donc, ils vont dans leur communauté, ils retournent dans leur communauté et reproduisent ce qu'ils ont appris. À la deuxième étape, il y a ces jeunes qui vont devenir de plus en plus nombreux. Et donc ici, avec les leaders, avec tous ces jeunes, on va dans les communautés et on écoute et on regarde où sont les problématiques, on regarde, on écoute
Et donc, on peut à ce moment-là cartographier, comprendre quelles sont les problématiques dans les communautés et ensuite définir lesquelles sont les plus urgentes, lesquelles sont les plus pressantes. On peut ensuite formuler le type d'intervention que l'on va pouvoir mettre en place. Et ça peut être des problématiques de manque d'emploi, ça peut être qui font que du coup ils sont recrutés dans des milices armées. Donc ensuite on peut formuler des interventions qui peuvent venir répondre directement à ces problématiques-là et qui permettent aux jeunes d'être des membres actifs de cette réflexion et de cette solution. La problématique peut être l'insécurité alimentaire. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Des programmes agricoles, des programmes sur la déforestation. Et à ce moment-là, les jeunes, tous les membres de la communauté, à nouveau, sont actifs, proactifs. Cela crée au passage de l'emploi pour eux. Ça permet de développer les communautés et de faire en sorte qu'il y ait des services locaux dans ces communautés-là. Parce que dans certaines des communautés dans lesquelles nous travaillons, on se retrouve au milieu d'une population qui est complètement coupée de tous les services qui existent dans le pays. Et donc, de pouvoir venir créer ces services locaux transforme véritablement ces communautés-là. Et donc, cela permet également d'éviter les conflits et de promouvoir les dialogues. Cela nécessite également des formations intensives dans la résolution de conflits. Deuxième pilier, il y a des programmes de business et d'entrepreneuriat. Et cela permet de venir mettre en lien la résolution de conflits, les formations sur la résolution de conflits, et les sources de revenus. Traduire de la connaissance en activités pratiques. Comme ça, on peut récolter les fruits de cette paix qui a été créée. Et puis, troisième pilier, il y a santé et bien-être que ma collègue ici fait, donc effectivement sur guérir les traumatismes. Et parce que sans ça, on ne peut pas avoir une vraie paix, puisque lorsqu'un individu a le cœur lourd et souffre, on ne peut pas avoir de paix durable. Et le dernier pilier, c'est d'envoyer des messages au sein des communautés et de renforcer la cohésion sociale. Et grâce à cela, nous avons donc une approche multiple qui vient tirer le potentiel de l'énergie de ces jeunes. Et donc on peut venir toucher une population de 15 millions de personnes dans laquelle 75% de la population a moins de 35 ans. Une population qui est désœuvrée, qui n'a rien à faire. Tout ça au milieu de milices armées. Des jeunes qui se retrouvent embarqués dans ces milices armées. Et donc développer ces initiatives de paix par ce programme a permis de venir combler les fossés qui existaient. Et donc ces personnes-là, ces jeunes peuvent s'investir dans ce programme. Et cela a ensuite mené à l'émergence de plein de nouvelles initiatives. Grâce aux formations que les jeunes ont reçues, ils peuvent ensuite, à leur tour, venir transmettre cette éducation. Et donc, cela renforce encore cette construction de la paix. Et cela vient transformer les esprits. C'est ce que nous cherchons à faire au final. Merci. Alors, je dois dire que j'adore cette idée du chef des jeunes. J'aime beaucoup cette idée-là, le leader des jeunes. Mais vous parlez effectivement de la sagesse des jeunes. Et il y a de la sagesse chez les jeunes. Il y a des conversations, des discussions qu'on peut avoir avec eux, du travail qu'ils font qui est formidable. Et c'est vraiment important de mettre cela en lumière. Angie, pour revenir vers vous, Dagou vient de parler à la fin de ce travail essentiel qui est mené sur l'écoute de l'autre et essayer d'apporter ce soin parce que c'est nécessaire pour avancer. Donc dites-nous, parlez-nous davantage du travail que vous faites. Comment est-ce que vous interagissez? Comment vous gérez la bureaucratie humanitaire? Comment vous arrivez à avancer, comment vous arrivez à mettre en œuvre ces programmes quand on est dans un système
qui n'encouragent pas. Je travaillais au Sud-Soudan en 2006. Je travaillais avec les États-Unis. J'avais un budget de 80 millions de dollars. Nous avons créé des centres communautaires, des routes, tout un tas de choses. C'était une époque formidable. Mais je me rappelle qu'à l'époque, en ce qui concerne l'écoute des communautés, quand j'ai quitté ce programme, je me suis rendu compte que à ce moment-là, si nous n'essayons pas de comprendre ces communautés-là, même s'il y a de l'espoir à ce moment-là, si on ne se concentre pas sur l'écoute, sur essayer de comprendre et de rentrer en communication avec ces communautés, il y aura des conflits. Et quand il y aura des conflits, ce sera vraiment difficile et on est arrivé à ce stade. Et on est retourné, on a vu des conflits réémerger et ces 80 millions de dollars sont loin maintenant. Et si on avait passé, mais ne serait-ce qu'une fraction du temps qu'on a mis dans ces programmes-là à aller parler avec les communautés, si on avait passé un peu de temps à essayer d'aller chercher des réseaux qui existaient déjà pour parler avec les communautés de ce qui s'était passé et pas simplement ce qui s'était passé sur les quelques dernières années, pour parler avec les communautés de ce qui s'était passé sur des générations, alors notre travail aurait été bien différent. C'est vraiment un processus de co-création. Je ne suis pas psychologue. Je construis la paix, c'est mon travail. Je me rappelle qu'une psychologue m'avait dit « Mais vous ne pouvez pas faire ça, vous allez retraumatiser les gens. » Mais ces gens sont ceux qui... Ce sont des gens à qui on demande de nous parler de leur vie, de leurs blessures, de leurs douleurs, de leur joie. Et on nous a dit non, il faut faire des premiers secours psychologiques, il faut rester très distant. Et je disais, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes même pas dans le village, vous ne voyez pas ces communautés, vous n'êtes pas dans ces lieux-là, dans ces lieux où les populations sont. Il faut permettre aux populations de prendre en main leur propre guérison et d'avancer. Et c'est pour cela que nous avons commencé un programme de formation que l'on appelle facilitateur de ressources. On a créé des outils qui sont très visuels. Et on s'est rendu compte qu'il fallait travailler avec du visuel. Donc on a des peintures à l'aquarelle de la région qui montrent les histoires des individus, leur joie, leur peine, leur souffrance, et qui se libèrent grâce à cela. Et ainsi, en regardant une peinture, et Dagu et moi, on peut regarder la même peinture et on verra deux histoires différentes parce que ça viendra nous toucher dans nos histoires de vie respectives. Donc raconter son histoire permet de vraiment comprendre et de relire sa propre histoire aussi. Et quand Mohamed dit « je vois telle chose », moi je peux dire « mais moi je vois telle chose parce que c'est ça qui me parle ». Et ça me permet de réfléchir, de relire mon histoire. Et ça permet de venir se dire « ah mais en fait là je m'y reconnais, ça m'est arrivé. Moi je suis effectivement comme ça, c'est ce qui m'est arrivé ». Et donc cela crée des cercles de guérison, des cercles de guérison qui duraient à l'époque quelques semaines. Mais maintenant, ce sont des cercles de guérison qui durent encore plus longtemps. Il y en a au Kenya qui ont été créés en 2017, qui se rencontrent tous les mois encore. Ils se retrouvent tous les mois et ils ont 12 à 15 personnes chacun qu'ils peuvent appeler quand ils font face à une crise. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va finir par arriver à gérer ces multiples crises, crises climatiques, crises civiles, violences intrafamiliales,
voilà, plusieurs crises qui se superposent, mais en fait, quand on va voir les organisations humanitaires, en tant que petite ONG kenyane, ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas nous recevoir. Ils disent, mais pourquoi vous êtes là? Vous n'êtes même pas psychologue, vous n'êtes même pas professionnel de santé mentale, vous allez faire du mal à ces populations, vous allez les retraumatiser. Et je veux dire, non, je veux dire, j'ai un doctorat aussi. Je veux dire, c'est l'histoire, c'est la vie de ces personnes-là. Bien sûr, ils peuvent être retraumatisés, mais l'important, c'est qu'ils prennent, qu'ils deviennent autonomes, indépendants sur cette guérison, parce qu'une fois qu'ils sentent qu'ils sont en contrôle de leur guérison, alors cela peut avancer et cela permet de venir guérir les autres aussi. Ce n'est plus une aide qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui existe en intérieur maintenant, à interne maintenant. Donc l'aide américaine a beaucoup aidé de programmes en Afrique de l'Ouest. Cette aide-là n'existe plus, n'est-ce pas? Les gouvernements ne vont pas pouvoir financer ces programmes de santé mentale parce qu'on dit que c'est un sujet qui est de plus en plus important dans la région. En fait, on n'a plus besoin de cela. En fait, on a déjà la solution et la solution, c'est nous-mêmes. Oui, cela rejoint beaucoup le travail que l'on fait à la Fondation Aga Khan. Je le disais hier dans un panel. Beaucoup de ce que nous faisons en Afghanistan, c'est par des groupes de femmes qui ont été créés il y a 20 ans, des groupes qui n'ont pas besoin de nous, finalement. Elles font ce travail déjà. Et c'est ce que vous faites. Vous créez des groupes de solidarité aussi. Et ces groupes-là, en fait, ce que j'entends aussi de ce qu'ont dit Mohamed et Dagou, c'est que ces groupes-là vont pouvoir résoudre leurs propres problèmes avec ou sans financement de grosses agences humanitaires. Enfin, bien sûr, je vous dirais, si je vous demandais quel est votre plus gros défi, vous me diriez tous l'argent. Donc je ne vais pas vous poser la question tout de suite. Il nous reste 10 minutes. Donc avant de vous entendre à nouveau, je voulais donner l'occasion à certaines personnes dans le public de poser des questions si certains en ont. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien. Je ne sais pas si on peut en avoir 5. En 10 minutes, il nous faudrait un micro. Nous avons 2 questions là. Une jeune femme par ici et un monsieur par là. Merci beaucoup. Je m'appelle Peter, je suis du Sud-Soudan. Je suis heureux d'être là. J'ai fait un master en diplomatie à Sciences Po et gouvernance internationale. Cette conversation fait écho à beaucoup de choses en moi parce que lorsque les panélistes parlaient de cela, je me disais, mais oui, ça c'est la vie qu'on a vécue en tant que Sud-Soudanais et que beaucoup de mes compatriotes ont vécu. J'avais beaucoup de questions, mais je vais n'en poser qu'une. Dans le contexte du Sud-Soudan, je pense que la question que je vais poser concernera nos 3 orateurs. J'ai vu qu'Angela avait travaillé au Sud-Soudan aussi. Donc dans le contexte du Soudan et du Sud-Soudan, on a vu que sur les dernières années, le Soudan et le Sud-Soudan étaient en guerre. Et tous les processus de paix qui ont été faits excluaient les jeunes. Les jeunes étaient exclus de ces processus de paix. Tous les processus de paix qui ont été faits excluent les jeunes. Et donc ma question est, étant donné la nature de la situation, avec les politiciens, les militaires qui ont pris la main sur ces processus de paix, quelles sont les étapes pratiques que vous avez mises en place au Sud-Soudan et au Soudan pour s'assurer que les jeunes étaient inclus dans vos processus? Ou plutôt, pour reformuler, comment faire en sorte que les jeunes soient architectes du processus de paix et pas simples participants? Merci. On écoutera d'autres questions aussi. La question, c'est comment les jeunes peuvent faire partie de ces processus de paix et quelle différence cela peut faire? Bonjour. Je vais poser une question rapide à Angie. C'est une question sur l'art pour la guérison. Y a-t-il une différence entre l'utilisation de l'art dans la guérison par rapport à d'autres pratiques de guérison, particulièrement sur la question de la traumatisation? Merci. Nous avions quelqu'un par ici, il me semble. Ma'am, there was a woman here who had a... Well,
Alors, merci de m'avoir donné la parole, mais je vais faire un constat avec vous. Regardez, c'est une thématique qui parle des jeunes. Je pense que dans ce forum, nous sommes majoritaires. Et regardez la salle, on est peu de jeunes qui sont venus suivre une session qui parle des jeunes. C'est pour dire que les jeunes ne s'intéressent pas souvent des questions qui les interpellent. Sur les questions de paix, ou en tout cas dans le contexte soudanais, aujourd'hui, ce que je veux dire, tout ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Aujourd'hui, il faut, au-delà de ce que nous pouvons faire pour sensibiliser les jeunes à s'engager, comme il l'a dit, dans les processus, mais aussi l'engagement politique. Parce que pour la plupart, ce sont les décisions politiques qui entraînent, ou de mauvaises décisions politiques qui entraînent certaines conséquences qui nous impactent, nous jeunes. Il faudrait que nous, jeunes, soyons beaucoup plus engagés, ayons conscience que c'est nous qui devons contribuer à tout ce qui peut aller dans les processus de paix, mais dans les processus de prise de décision. Je suis parlementaire sénégalais. Nous sommes jeunes Sénégalais qui se sont engagés pour qu'il y ait un changement. Au-delà d'être parlementaire, je suis président de commission par la moindre de la commission de défense et sécurité, d'où ma présence ici. C'est d'appeler aux jeunes de ce monde, et particulièrement les jeunes africains aujourd'hui, de s'engager dans les instances de prise de décision. Et parce que nous sommes majoritaires, je pense que nous prendrons le dossier et nous prendrons les décisions qui seront en notre faveur. Donc, ma question est pour vous, quelle stratégie, au-delà de les autonomiser? Les autonomiser, c'est bien dans un secteur d'entrepreneuriat et autres, mais quel est le message que vous pouvez porter à ces jeunes-là pour qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, l'engagement en politique particulièrement, c'est maintenant, parce que c'est les décisions politiques qui vont déterminer tout ce qui adviendra. Merci. So if I've understood correctly, your view is that Si j'ai bien compris, vous pensez qu'il n'y a pas... Vous pensez qu'il y a assez de personnes il n'y a pas assez de personnes politiques et vous en voulez plus? we'll go here, and then we'll come back. Hi everyone. I know proselytizing might not Bonjour à be the tous. form, but I just wanted to say first to Dago, Je voulais simplement dire à Dagou vulnerability. et Mohamed, merci beaucoup pour votre vulnérabilité, pour vos mots, pour votre présence, particulièrement vu ce que traversent vos pays. Le professionnalisme dans le monde occidental nous dit souvent que la tête et le cœur doivent être séparés, mais la construction de la paix nécessite plus de personnes comme vous qui parlent du travail que vous faites, et j'adorerais que cette salle soit complètement pleine pour venir écouter ce que vous avez à dire. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. I work for a foundation that does peace building. Je travaille pour une fondation qui travaille à la construction de la paix And it's dans le monde entier, et nous pensons que si plus de bâtisseurs de paix locaux étaient impliqués, alors on aurait des solutions plus efficaces. halls of power like this is Et souvent, le problème dans les lieux de pouvoir comme celui-ci, on parle souvent du fait qu'il faut amener des personnes autour de la table, et on ne parle pas souvent de ce qu'il y a de problématique avec la table elle-même. Et le problème avec la table, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de bâtisseurs de paix qui sont assis autour de la table. Donc si on regarde vers l'avenir, des bâtisseurs de paix comme vous, si vous aviez plus de pouvoir dans la conception des processus de paix, dans la prise de décision sur les solutions qui doivent être prises, quelles seraient les conséquences, pensez-vous, cela pourrait avoir, si vos voix pouvaient être davantage prises en compte pour la construction de la paix? Donc deux questions: comment impliquer davantage les jeunes dans les processus de paix? Comment faire en sorte que les jeunes soient plus impliqués de manière générale? Une question sur l'art et la thérapie. Et une dernière question par ici. L'interprète s'excuse, mais les commentaires sont faits hors micro. Elle n'entend donc pas. So intergenerational relations, and you have 2 minutes. Une question sur la relation intergénérationnelle. Donc vous avez 2 minutes pour répondre à toutes ces questions. Alors, commençons dans l'ordre. Je dis bien sûr la question sur l'art est pour toi, sauf si l'un de vous deux a une opinion sur l'art et la thérapie, bien sûr. Mais commençons avec la question du rôle des jeunes dans les processus de paix. Je pense que ce qui a été dit par mes collègues est très important. La plupart du temps,
C'est important de faire venir les jeunes pour la construction de ces processus de paix. Je pense que la transformation vient des individus eux-mêmes. Il faut qu'ils soient organisés, qu'ils cherchent et comprennent leurs droits pour être impliqués dans les processus de prise de décision. On a eu de belles réussites au Soudan. On a un groupe de jeunes qui a été impliqué auprès des processus de l'UE, avec quelques consultations en cours. Et les jeunes, le programme des jeunes a été construit dans le pays. Et vous pensez que ça a été efficace? Oui. Je pense à la sensibilisation avec la création de plateformes au niveau local pour que les jeunes puissent comprendre leur rôle et qu'ils puissent comprendre les processus qui ont lieu autour d'eux. Donc un engagement civique actif est essentiel pour que ces mêmes jeunes puissent comprendre un petit peu le contexte général. Et pour nous, c'est ça qu'on fait aussi. On a un réseau de centres communautaires d'apprentissage qui sont des hubs d'éducation. Et effectivement, c'est là où on vient les chercher et on leur permet de s'impliquer sur différents aspects. Parfois, c'est simplement les réunir pour discuter, pour comprendre quelles sont les problématiques qui les préoccupent dans leur communauté et réunir tous ces acteurs-là pour que ces conversations puissent ensuite être portées à plus haut niveau pour que les plus hautes strates voient que les jeunes sont impliqués et ont des choses à dire. Et donc, les jeunes, à ce moment-là, ont une vraie voix à la table. Mais c'est vraiment un engagement au niveau local qui commence. Oui, effectivement, vous pourrez avoir d'autres discussions sur les tensions après, mais il faut que nous concluions. Angie, l'art et la thérapie. Alors, je fais des visuels avec tout. Ce visuel ici commence par le centre qui est « Nous sommes blessés ». Quand on est blessé, on perd tout, on est dans une réaction face à un traumatisme, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'innovation, il n'y a rien, on est figé sur place. Et donc, dans notre pratique, on prend ça en compte. Et c'est pour cela que la peinture aide vraiment ces personnes-là. Et ça permet aux populations d'atteindre ces autres étapes de « nous pouvons, nous sommes », c'est-à-dire venir accéder à tout ce que nous sommes et débloquer cette innovation et cette joie. Et on arrive dans une zone vraiment magique. On peut être dans le pire des contextes et en fait venir chanter une chanson, écouter une histoire, pleurer ensemble et on en sort avec un sourire sur le visage. L'art, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer ces espaces-là. Il y a des programmes dans le monde entier, mais des ressources qui sont coupées aujourd'hui dans les écoles pour ces sujets-là, pour l'art. Et là, on vient vraiment... c'est vraiment problématique. Parce que l'art vient vraiment nous chercher dans notre système cognitif et nous parle en tant qu'humains. Sur l'engagement intergénérationnel, dans notre contexte, parfois, il y a certaines barrières culturelles qui représentent un obstacle à l'engagement actif entre les générations. Les jeunes sont vus comme ceux qui doivent respecter les personnes âgées. Et donc, ça bloque la création de plateformes intergénérationnelles. Mais dans notre programme, nous créons ce genre de plateforme en impliquant des leaders communautaires pour qu'eux comprennent que les jeunes ont des idées qui peuvent faire avancer les communautés. Et on encourage ce type d'interaction, justement. Et la plupart du temps, on a ce type d'engagement intergénérationnel qui peut arriver, où chacun peut amener sa perspective et on peut venir réconcilier ces différentes perspectives. Mais il faut des processus où les jeunes puissent vraiment prendre en main leur communauté et innover pour leur communauté.
Et le problème, c'est quand les jeunes, du coup, prennent trop le leadership et n'écoutent plus ce que les personnes plus âgées ont à dire. Et là, ça crée du conflit à nouveau. Et donc, on essaie de vraiment créer ces plateformes où il y a une écoute entre les différentes générations pour que le dialogue puisse continuer à nous faire avancer. Malheureusement, c'est mon travail que de mettre un terme à ce dialogue tout pour le moment. Mais merci beaucoup pour le travail que vous faites et merci d'être venus aujourd'hui. On peut les applaudir.